Bonjour à tous. Je vous propose un retour d'expérience sur comment j'ai éco-conçu un site web. Donc moi, je suis Romain Petiot, je suis fondateur de I Have a Green, qui est une agence web éco-responsable, mais également je fais de la formation et du conseil sur l'éco-conception web. Et je suis également impliqué dans le Green Code Lab, qui est une association qui fait la promotion du numérique responsable. Donc ça, j'y suis depuis 5 ans et depuis 1 an, je suis également son président. Donc, première chose, le bilan environnemental. Je vais commencer par le numérique et après je vais arriver sur le site web. Donc, au niveau du bilan environnemental, on va un premier chiffre. Le numérique émet 3,7% des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que l'aviation. Et pire que ça, si on ne change pas nos habitudes, en 2025, on pourrait arriver à 8%. C'est autant que le secteur automobile. Donc il faut qu'on change nos habitudes. Alors voici une modélisation d'Internet avec les différents impacts environnementaux. On trouve donc les data centers, tout à droite. Donc ça, c'est la partie que l'on connaît, avec des fermes de serveurs assez énormes. Ensuite, au milieu, on trouve le réseau. Le réseau, on ne l'imagine pas trop, mais c'est énorme également. C'est du Wi-Fi, c'est vos box Internet, c'est ADSL, c'est de la fibre optique, c'est des câbles sous-marins, c'est parfois des satellites, c'est des routeurs, c'est des switches, c'est énormément de matériel également. Et pour finir, la troisième, ce sont les terminaux, les smartphones, les tablettes, et tout ce qui est IoT aussi. De plus en plus, on a des objets connectés, et ça a un impact sur l'environnement. L'impact, quand on parle d'impact environnemental dans le numérique, c'est sur le matériel principalement, et on le prend dans sa globalité. On va faire une analyse du cycle de vie du matériel. Par exemple, sur un smartphone, on va prendre en compte à la fois tout ce qui est extraction de matières premières pour pouvoir fabriquer le matériel, donc sa phase de fabrication aussi, la phase de transport pour arriver jusqu'à vous, ensuite la phase d'utilisation, comment est-ce que vous utilisez quand vous le rechargez votre smartphone par exemple, et enfin sa fin de vie, comment est-ce que vous traitez la fin de vie de votre matériel. Donc ça donne plusieurs types d'impacts environnementaux, impacts énergétiques. Ça, vous voyez globalement ce que c'est l'électricité, mais pas que. C'est pas que sur la phase d'utilisation, c'est aussi sur tout ce qui est fabrication et fin de vie. GES, c'est gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, on émet énormément de gaz à effet de serre dans le numérique. Sur la phase d'extraction de matières premières, donc les ressources aussi. Euh, pour vous donner une idée, il y a l'extraction de matières premières, il y a les terres rares, il y a beaucoup de terres rares dans nos smartphones. Et ça, c'est pas sans poser de problème. C'est en Chine principalement que ça se passe. 97% des terres rares sont extraites depuis la Chine. Donc il y a des problèmes politiques, géopolitiques là-dessus. Et c'est extrêmement sale. Pour extraire un petit peu de terres rares, il faut énormément de solvants. Un chiffre, pour 1 tonne de terre, de minerai, il faut 7 tonnes d'ammoniac. Et ce n'est pas les seuls solvants qui seront utilisés. Donc tout ça, après, c'est déversé dans des lacs artificiels. Et par la suite, c'est déversé, enfin, dans le cadre de Baotou, en Chine, c'est déversé dans le fleuve Jaune, qui est un fleuve naturel. Donc ça a forcément un impact environnemental. Et de l'eau, donc sur l'extraction, et également, par exemple, chez nous, sur les centrales nucléaires. Alors que faire? Que faire? La première chose, il faut donc allonger la durée de vie du matériel. Si on allonge cette durée de vie, on va en produire moins, il y aura moins d'extraction, et ce sera bénéfique pour la planète. Pour ça, il faut que tous les acteurs du numérique que nous sommes, il faut permettre cet allongement de durée de vie. Au niveau du logiciel, il faut, par exemple, dans mon cas, moi, tous mes projets sont compatibles avec un iPhone 4. C'est un peu extrême, je vous l'accorde, mais si vous le faites, vous, sur un iPhone 5, déjà, ça donne une idée. Faites des tests sur iPhone 5 pour voir si c'est compatible, et ça permettra l'allongement de la durée de vie du matériel. Et c'est tout? Non. On va parler de sobriété fonctionnelle. Ça, c'est une chose importante. Il y a aussi le concept de Pierre Rabhi avec la sobriété heureuse, peut-être certains d'entre vous connaissent. L'idée, c'est de ne pas en faire de trop.
certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous utilisent Google Analytics. Par contre, on est très peu à l'utiliser à 100%. On va l'utiliser peut-être à 20%, juste histoire de voir le nombre de visiteurs et voir la provenance. Tout le reste, c'est du gâchis numérique. Donc cette partie-là, nous, quand on va concevoir un produit numérique, on va faire attention à cette sobriété fonctionnelle. Alors l'éco-conception web, c'est ça, c'est le fait de faire attention à ce qu'on fait, c'est on va essayer de faire mieux en utilisant moins de ressources, faire mieux avec moins. Alors rapidement, l'éco-conception web est une démarche respectueuse des principes de développement durable et de l'environnement afin de concevoir des projets web. Donc concrètement, on va adopter les principes de sobriété fonctionnelle et mettre en place des bonnes pratiques techniques. Les bonnes pratiques techniques, tout le monde ne les applique pas, mais on les connaît globalement, c'est ce qui est lié à la qualité et à la performance. On va y revenir après lors de ce retour d'expérience. Donc le retour d'expérience, c'était fait avec la SAP connectée. La SAP connectée, c'est des after-work dans la région nantaise pour des professionnels du digital. Et SAP, ça veut dire série d'apéritifs pour personnes élégantes. C'est beau, hein? Donc je les remercie pour m'avoir fait confiance. Le site, le voici, c'est un site WordPress avec un thème Eventstar, un page builder et c'est hébergé chez OVH. Vraiment un site hyper standard, hein. Et ce qui était assez intéressant pour ce projet-là. Première chose, on va mesurer. On va mesurer le poids de la page, le nombre de requêtes, la vitesse d'affichage. Ça, c'est étroitement lié à la performance. Moi, je vais plus vous parler d'efficience. La différence, c'est le rendement. On va essayer d'obtenir le meilleur rendement avec un minimum de ressources. Et donc, on utilise des outils comme GTmetrix, WebPageTest ou Lighthouse pour pouvoir mesurer ces trois indicateurs-là. Ensuite, le nombre d'éléments du DOM. Pour ça, je le fais en JavaScript. C'est pour avoir un indice de complexité HTML. Donc, je vais compter le nombre d'éléments HTML dans la page, le nombre de balises, avec un document getElementsTagName, étoile et length. Donc ici, dans l'exemple, il y en a 254. Estimation de gaz à effet de serre. L'outil, c'est ecoindex.fr. Vous mettez l'URL de la page et ça va vous sortir une estimation en équivalent carbone de votre page. Il faut le faire sur toutes les pages de votre site. Et enfin, consommation d'électricité, c'est avec GreenSpector, ça mesure uniquement sur le device la consommation d'électricité. Moi, je l'utilise comme un outil, c'est un indice d'efficience technique. Moi, j'utilise dans ce principe-là, mais c'est bien aussi pour voir l'impact sur la batterie, sur les smartphones. C'est un outil intéressant. Mesure. Donc, voici le résumé quand j'ai reçu le site. Donc, c'est un site qui est assez lourd avec 5,7 mégas. Pas mal, pratiquement 8 balises HTML, donc c'est assez complexe. 8 secondes de temps d'affichage et 2,5 grammes d'équivalent CO2 par page. On va permettre de comparer, on va faire un avant et après. Donc, je commence par un audit sur les fonctionnalités. Le site, la page d'accueil, c'est comme ceci, c'est un slider avec une seule slide, une seule photo. Ce qui est un peu dommage, c'est du gâchis numérique, ça sert à pas grand-chose. Il y a également une image qui est full screen. Là, je me suis posé la question, est-ce que je conserve? Ça va faire une image peut-être un peu lourde. Mais malgré tout, on voit quand même que c'est intéressant. Ça permet de bien se projeter dans le site. Donc, je décide de la garder, mais il faudra bien sûr l'optimiser. Ensuite, on a du texte. Donc, pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça s'affiche avec des animations. Il y avait beaucoup trop d'animations, c'était un petit peu lourd visuellement. Et le reflow du navigateur, ça va prendre pas mal de ressources au niveau du processeur. Donc on va peut-être diminuer ce nombre d'animations. Toujours sur la page d'accueil, il y a la liste de tous les participants à au prochain événement, ou l'événement passé. Ça représente à peu près 70 photos de 70 participants. Donc là, c'est beaucoup trop lourd. Donc là, je vais proposer deux possibilités. Soit de faire une autre page à côté, pour afficher tous ces participants, ou sinon en afficher 5 et avoir un petit bouton en dessous pour voir tous les participants, et dans ce cas-là, afficher tous ces participants. Une iframe d'inscription Eventbrite, donc un service tiers. L'iframe ne me pose pas de problème, mais par contre, elle est extrêmement lourde. Elle fait 1,5 mégas. Il faudra trouver une solution.
certainement la même que juste avant, avec un bouton pour ensuite afficher l'iframe. Et une Google Maps. C'est assez fréquent de trouver des Google Maps sur les formulaires de contact. Je trouve ça pas forcément une bonne habitude. C'est hyper complet en termes de fonctionnalités. On peut calculer les itinéraires, on peut évaluer, dans notre cas, le lieu qui est le point barre. On peut faire énormément de choses. Une image, JPEG, PNG, avec le plan, ça peut largement suffire. Donc c'est ce que je vais proposer. Ensuite, un audit technique de la SAP connectée. C'est un site WordPress, je n'ai rien contre WordPress, WordPress fonctionne très bien. La plupart du temps, les problématiques viennent du thème et pas de WordPress. Ça utilise Elementor, qui est un page builder. Il est pas mal comme page builder, mais maintenant WordPress a intégré Gutenberg, qui est le nouvel éditeur, et qui a une approche un peu par composant. Donc ça va donner, pour moi, ça me permet de donner pas mal de liberté à mes clients, tout en contrôlant le code et en bridant un petit peu le client pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Donc c'est une meilleure approche à mon sens. Ensuite, je regarde le code qui est généré. Je vois qu'il y a du style inline, il y a des emojis, il y a du jQuery. jQuery, juste un mot. jQuery, c'est pas automatique. On a tendance à le mettre dans tous les projets, il faut arrêter. On peut travailler en JavaScript natif. Donc jQuery, c'est pas automatique. HTML, JS, CSS, voilà, c'est pas minimisé, c'est pas regroupé. On peut améliorer les choses à ce niveau-là. GTmetrix, je continue à l'utiliser pour avoir des bonnes pratiques, ça permet de dégrossir. Là, on voit que les images ne sont pas optimisées, il n'y a pas de cache, donc il y a pas mal de leviers qu'on va pouvoir améliorer. Unused CSS, c'est un autre outil que j'utilise pour voir la proportion du code CSS qui est réellement utilisé dans le site. On voit que là, globalement, 95% du code CSS n'est jamais utilisé sur le site. Je vous conseille vraiment cet outil-là, Unused CSS. L'hébergeur, j'utilise l'outil The Green Web Foundation. Ce n'est pas un outil parfait encore, mais il est peut-être amené à évoluer. Ça permet de vérifier si l'hébergeur est green ou non. Je vérifie la conformité HTML avec le W3C et l'accessibilité avec l'outil Axe, qui est un petit plugin que vous pouvez mettre sur votre navigateur. On voit que là, le site, il n'est pas parfait. C'est le thème qui n'est pas génial, en fait, tout simplement. Après tout ça, après cet audit, j'ai de nouveau rencontré l'équipe de la SAP et on a arbitré voilà, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on modifie. Et pour la conférence, là, je fais les deux ensemble. Donc, je vais repartir sur le thème 2019 de WordPress, qui est le thème par défaut actuellement. Et je vais faire un thème enfant pour pouvoir adopter le style de la SAP connectée et puis apporter les améliorations fonctionnelles. Comme par exemple les participants qu'on a vus tout à l'heure, plutôt que d'afficher les 70, donc ce que je vous disais, j'en affiche 5. Et ensuite, il y a un bouton, juste, je ne sais plus ce que j'ai marqué, mais voir tous les participants. Alors, voilà, techniquement, un petit peu de code pour les développeurs. Quand on clique sur le bouton, on le fait disparaître. Et ensuite, je récupère un JSON, un tableau JSON avec tous les participants. Et je boucle dessus. Je vais créer en JavaScript une balise H3 pour insérer le nom et prénom du participant. Ensuite, je crée une image avec le source et le alt de cette image. Et à la fin, je crée, dans une balise P, j'intègre de la profession. Et donc je boucle sur tous les participants pour pouvoir les ajouter. Et ça, c'est uniquement lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Un peu le même principe pour l'iframe d'inscription. Un gros bouton s'inscrire, et quand on s'inscrit en JavaScript, on va générer l'iframe. Pour la carte, j'utilise OpenStreetMap. On peut faire la même chose avec Google Maps Static, qui est une API également. Dans l'admin, on renseigne l'adresse. Je vais chercher les coordonnées GPS avec l'API adresse de DataGouv. Et OpenStreetMap, son API, va pouvoir me générer une image PNG pour pouvoir l'afficher. Donc c'est uniquement une image PNG. J'en prends plusieurs formats pour les sources 7. Et je l'entoure d'un lien href
pour pouvoir l'emmener sur le site d'OpenStreetMap s'il veut faire son itinéraire, par exemple. Les autres actions, un peu en vrac, les actions que je pense que les développeurs connaissent bien, retirer les fonctionnalités des commentaires qui sont natifs à WordPress, les emojis, les tâches cron, voilà, optimisation des images, mise en place du cache, le lazy load. Tout bon développeur voilà, connaît ces bonnes pratiques. Et ensuite, on va remesurer. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire un avant et un après. Voici le résultat. Donc, le poids de la page, maintenant, ça fait pratiquement à 6 mégas. Maintenant, on est à 0,65 mégas. Donc, c'est quand même un beau résultat. La page est beaucoup moins complexe, beaucoup moins de requêtes aussi. Il faut dire que j'ai retiré toutes les images, les 70 images des participants. Ensuite, on est passé de 8 secondes à 0,4 secondes. Donc, un site éco-conçu est un site performant. Je vais y revenir là-dessus. Estimation de gaz à effet de serre avec EcoIndex, vous vous souvenez. On passe de 2,5 grammes d'équivalent CO2 à 1,1 gramme. On a divisé par 2 notre empreinte, nos émissions de gaz à effet de serre. Si tous les acteurs de numérique que nous sommes, on utilise ces principes d'éco-conception, on peut diviser par 2 notre empreinte en gaz à effet de serre. Et enfin, la consommation d'électricité qui est en baisse. Je reviens sur la performance. Donc, un site éco-conçu est un site performant, ça c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est... le premier effet qui se coule, c'est on sauve la planète. On aura une émission de gaz à effet de serre qui sera moindre. Deuxième effet qui se coule, c'est un site performant. Un site performant, ce sera une meilleure expérience utilisateur. Et donc, on atteindra nos objectifs de manière plus simple, plus efficace. Donc l'éco-conception va permettre une meilleure performance économique. Et le troisième effet qui se coule, c'est le SEO. Un site éco-conçu plus performant et Google aime la performance. Par exemple, Google vous attribue un crawl budget, un temps pour qu'il puisse explorer votre site. Et si les pages s'affichent beaucoup plus vite, ça va permettre à Google d'explorer beaucoup plus de pages. Donc c'est bénéfique pour le SEO. Résultat, donc, côté client, ça nécessite moins de ressources, donc c'est plus propice à fonctionner sur des terminaux vieillissants, type iPhone 4. Je prends l'écosystème iPhone parce qu'il est plus facile à mesurer et à borner en fait. Côté hébergement, donc The Green Web Foundation est plutôt satisfait. Donc, j'utilise Infomaniac, qui est un hébergeur suisse qui fait vraiment les efforts pour montrer leur certification en termes au niveau responsabilité. Et enfin, côté réseau, une page légère, moins de requêtes, donc ça fait moins de sollicitations côté réseau. Voilà, j'espère vous avoir convaincu d'adopter les bonnes pratiques d'éco-conception, aussi bien pour l'environnement que pour des bienfaits économiques. Merci. Merci Romain. Merci Audrey. Vous avez 1 minute pour poser une question. Je voulais savoir dans ton agence comment tu abordes la gestion de l'analytics et du tracking et des régies web qui peuvent charger énormément de choses, de cookies ou de code JS. Ouais, moi j'utilise Matomo, qui est anciennement Piwik. Je le trouve plus RGPD friendly que Google Analytics. Donc c'est une solution qui est auto-hébergée directement sur mon serveur. Donc je maîtrise tout de A à Z. C'est une solution open source. Il y a une partie d'éducation des clients au moment de la formation. Et alors avec WordPress, c'est relativement simple parce qu'il y a des plugins sur les images. C'est surtout la grosse problématique. WordPress permet assez facilement de mettre la bonne taille des images et d'optimiser les images de manière automatique. Donc même si mon client il met une image directement sortie de son smartphone qui fait 4000 pixels, l'image va être optimisée à la bonne taille
Donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Mais effectivement, il y a quand même un peu de sensibilisation avec mes clients. Merci Romain. Merci.